Nous sommes en 1796. La Révolution a 7 ans. Le général Bonaparte a remporté une difficile victoire le mois dernier au pont d'Arcole contre les Autrichiens. L'armée navale française, dont la puissance avait permis aux Américains de vaincre les Anglais en 1781, avait encore belle allure à la veille de la Révolution. Dès 1789, les choses évoluaient rapidement, et en quelques années, la dégradation de la marine de guerre se fit sentir. Il faut attendre la déclaration de guerre à l'Angleterre en février 1793 pour voir les révolutionnaires prendre soudain intérêt pour la flotte. On fit descendre les cloches des églises pour les fondre et récupérer le bronze. Les bassins et les quais se remplirent de bateaux neufs et en 10 mois, Brest arme 14 vaisseaux et 5 frégates. Un vaisseau de 74 canons est surtout constitué de bois de chêne. Les forêts bretonnes payèrent un lourd tribut si l'on songe que 2500 chênes centenaires d'une circonférence minimum de 1,60 m étaient nécessaires pour un seul vaisseau. À Quiberon, le général Hoche a fait prisonnier l'armée des émigrés. Tout auréolé de sa victoire, son œil s'est fixé sur l'Angleterre, et l'Irlande lui semble une étape idéale. L'Irlande gémit depuis des siècles sous le joug de l'Angleterre. Libérer l'Irlande, c'est enlever à l'Angleterre une grande partie de sa supériorité sur toutes les mers. Le 15 décembre 1796, 45 gros navires et 30 000 hommes quittent Brest sous les ordres du général Hoche. Pour tromper les espions anglais, la flotte descend au sud, direction la Pointe du Raz. Le 16 décembre, le séduisant vaisseau de 74 canons s'empale sur une roche dans les dangereux parages du Ratsa. Il y avait à bord 1200 hommes d'équipage et soldats. La moitié seulement survivra. Après ce naufrage, le reste de la flotte remonte vers le nord, en direction de la baie de Bantry, en Irlande. Les navires, pas très manœuvrants, surtout dans les courants, ne peuvent rien pour les naufragés du séduisant. Le 20 décembre, durant la nuit, le désordre s'instaure dans les colonnes. Le lendemain, le vent forcit et la mer devient houleuse. Quelques bateaux seulement arrivent dispersés devant la baie de Bantry. Une partie des bateaux manœuvre toujours, luttant contre des éléments de plus en plus déchaînés. Le 23 décembre, les avaries se succèdent à bord des bateaux. Les navires ne peuvent tenir sur leurs ancres et se mettent à la cape. Contrairement à toute logique, les Anglais qui régnaient alors en maîtres sur mer étaient absents. Le 25 décembre, journée qui s'annonçait décisive pour l'armée navale, car devant se terminer par un débarquement, vit au contraire la fin de tous les espoirs. Le temps furieux se déclenche durant la nuit et secoue fortement les navires. Au jour, la situation n'est guère meilleure, et il n'est pas question de mettre une embarcation à la mer. La tempête ne faiblit pas. Les navires cassent leurs amarres. La flotte n'a pas réussi avec la tempête à se regrouper. Le 29 décembre, Hoche, devant l'échec du débarquement, décide de la dispersion. Les éléments combattent contre nous, et le courage ne sert à rien. Tous sont désormais largement engagés dans la Manche et dispersés. C'est la loi du sauve qui peut. C'est la fin de la campagne d'Irlande. Au retour, le vaisseau de 74 canons, les Droits de l'Homme, chassé par des bâtiments anglais, coulera dans la baie d'Audierne. La marine tout entière est sortie mortifiée de cette aventure. Depuis l'armada espagnole, jamais l'Angleterre n'a échappé à un aussi grand danger. Durant toute la période napoléonienne, la marine anglaise sera dominatrice. Et maintenant, place à la fiction. En effet, une simple tempête
a peut-être changé la face du monde. Refaisons l'histoire avec des si. Imaginons la campagne d'Irlande sans la tempête. L'armée française est donc présente fin 1796 en Irlande, aux portes de l'Angleterre. 3 ans plus tard, le 18 Brumaire, Napoléon est porté au pouvoir. Napoléon, ayant un pied en Irlande, aurait sûrement changé de stratégie. L'Angleterre serait devenue son objectif principal. Avec des si, nous pouvons aisément supposer une victoire de l'armée française. Rendez-vous compte des conséquences. L'Empire anglais n'aurait pas vu le jour. L'Inde, l'Australie, le Canada n'auraient pas été sous domination anglaise. Le monde actuel serait complètement différent, mais une simple tempête en a décidé autrement. Sur le site du naufrage du Séduisant, il ne reste plus que quelques canons de 36 et de 24. L'artillerie à cette époque comportait une gamme de calibres définie non pas par le diamètre, mais par le poids d'un projectile massif, le boulet, estimé en livres. Cette gamme, adoptée dès le début du XVIIe siècle, sert de référence jusqu'au milieu du XIXe. Les canons sont en fer. Leur poids est de 3 tonnes pour un calibre de 36 et de 2 tonnes pour celui de 24. Il y avait à bord du Séduisant 600 soldats. Et en fouillant dans le sable, on peut encore y voir des pièces de fusil, des balles ou des poignées de sabres d'officiers. Des plaques de plomb comme celle-ci avaient 2 usages. Protéger l'équipage contre les tirs de fusil, puis, une fois fondu, couler en balles. Les vestiges du Séduisant reposent par une vingtaine de mètres de fond. À cette profondeur, en Bretagne, et particulièrement dans les parages de l'île de Sein, les laminaires prospèrent. La faune y est aussi très riche. On y voit des coquettes, des vieilles, des congres, de la raie. Le Séduisant a fait l'objet de fouilles dans les années 80 et des canaux en bronze ont été remontés. Louis XVI a été guillotiné il y a 3 ans, mais sa tête apparaît toujours sur les louis d'argent. Cette épopée de l'expédition d'Irlande de 1796 n'est pas très connue. Je pense pourtant qu'elle mérite que l'on s'en... 9 ans plus tard, en octobre 1805, Nelson anéantira la flotte navale de Napoléon à la bataille de Trafalgar. Mais ceci est une autre histoire.